La première présentation de cette édition, c'est une keynote qui va être faite par Sébastien Deguy. Sébastien Deguy, c'est le vice-président en charge de la 3D et des technologies immersives chez Adobe. Sébastien va nous présenter sa vision sur l'évolution des outils pour la filière animation. Alors Sébastien a démarré en créant la société Allegorithmic, qui est une entreprise qui travaillait sur une nouvelle génération d'interfaces permettant à des graphistes de manipuler des algorithmes très complexes pour réaliser des textures en haute résolution grâce à des technologies procédurales, et ce qui permet en fait d'avoir juste l'équation, et donc c'est très léger. Comme c'est très léger, c'est adapté pour en faire beaucoup, en très haute résolution, et surtout adapté également au temps réel. Ces technologies, donc aujourd'hui, sont déjà employées dans des studios d'animation, aussi dans le secteur du jeu, de la réalité virtuelle, mais leur diffusion, leur dissémination va être de plus en plus importante. Et puis surtout, les interfaces intelligentes qui permettent à des créatifs de pouvoir accéder et modifier des formules complexes. Ça aura probablement aussi des applications sur d'autres enjeux dans le secteur de l'animation, notamment sur la création des univers. Voilà. Je passe la parole à Sébastien Deguy qui va nous faire sa présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Deguy. Je suis actuellement vice-président de la division 3D et immersive à Adobe. Après avoir, avec mon équipe et ma société Allegorithmic, rejoint le groupe Adobe il y a maintenant 2 ans. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je fais cette intervention à distance parce que je suis basé maintenant à San Francisco, et donc comme il est impossible de voyager, voilà, j'ai l'opportunité de m'enregistrer, de faire cette petite vidéo. Donc, merci encore d'ailleurs à Stéphane et à toute l'équipe de m'avoir offert cette opportunité-là. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui, et même si je ne peux pas être physiquement présent et que je pense, ça va encore durer quelques mois, j'espère que bientôt on va pouvoir passer à autre chose et revenir à un mode de communication plus direct et des rencontres in real life, comme on dit. Voilà, donc je suis en charge de cette division 3D et immersive, dont le but chez Adobe, c'est de continuer à développer les produits qu'on a développés dans ma société Allegorithmic précédemment, c'est-à-dire les produits substances qui sont dédiés à la texture. On vient du monde de la texture procédurale, mais on est allé au-delà de ça, et on s'intéresse maintenant à des sujets plus larges. Dans le pipeline de création de la 3D, on s'intéresse au modèle, et on commence à s'intéresser un petit peu à l'animation. Donc c'est un sujet sur lequel aujourd'hui j'ai envie de m'attarder un petit peu et de parler. Parce que c'est un sujet qui, je trouve, est à un moment charnière. Donc je vais parler de technologie essentiellement. Je vais parler je vais rester à un niveau très élevé, et donc je vais pas rentrer dans les détails du tout, mais j'ai envie de parler des tendances et des patterns que j'observe en ce moment, et qui me laissent penser qu'on est à un âge intéressant, et qu'on va bientôt voir des changements et potentiellement une disruption en fait des pipelines de production d'animation. Et voilà, donc c'est mon propos. Donc pour ça, je vais illustrer j'ai enregistré quelques images des sites de sociétés qui me paraissent, on va dire, illustrer mon propos de façon valide. Et voilà. Donc je vais commencer par oui. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on est à l'orée d'une potentielle disruption? Pour moi, il y a plusieurs ingrédients qu'on commence à voir. Notamment, on a aujourd'hui des pipelines qui sont très établis, avec des tools qui commencent à être anciens, comme Maya par exemple. C'est pas de mauvais tools du tout, ce sont des excellents outils évidemment, mais ils commencent à être anciens, et donc le gain d'innovation apporté à chaque release
n'est pas très important, et chaque release naturellement se focalise sur des innovations, alors je vais dire epsilonesques. Ça ne veut pas dire que ce sont des toutes petites choses, mais ce sont des petites choses en rapport à l'ensemble de ce qui a déjà été apporté, et ce sont souvent des innovations et des améliorations qui vont être très dédiées à des workflows très spécialisés. Et ça, dans la théorie de la disruption, c'est un grand classique. C'est-à-dire que dans un marché, si on a une société et un produit qui est majeur sur ce marché-là, naturellement, et c'est pas forcément le but des sociétés en elles-mêmes qui produisent ces logiciels de faire ça, mais c'est une évolution naturelle des produits. Ils vieillissent, et avec le temps, les features vont être de plus en plus concentrées vers une petite portion d'utilisateurs qui va avoir des demandes très précises, très abouties, très pointues, et qui vont pas forcément aider l'ensemble de la population et l'ensemble des utilisateurs potentiels et l'ensemble des animateurs dans le cas dont on parle ici. Et donc, ce sont finalement des améliorations qui vont être vues comme étant mineures, et qui, pour certaines sociétés, sont très importantes, mais qui vont être globalement vues comme mineures. Et donc là, généralement, quand on voit arriver ce genre de situation-là, on voit des incumbents, c'est-à-dire des nouveaux arrivants avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles idées, proposer des choses qui vont battre les cartes un petit peu, et qui vont naturellement être inférieurs techniquement au départ, mais qui risquent à un moment donné d'arriver, et c'est la définition de la disruption, qui risque à un moment donné d'arriver à ce qu'on appelle un niveau de good enough. C'est-à-dire que ça va être suffisamment bon pour quasiment l'ensemble des utilisateurs de ce marché-là, des utilisateurs potentiels. Et à partir du moment où c'est good enough, et alors le good enough, il est difficile à définir, sinon tout le monde saurait comment faire, mais à partir du moment où les outils nouveaux arrivent, même s'ils sont inférieurs techniquement, ils sont good enough. Et donc, il y a une erreur un peu classique que font les leaders de marché, c'est de croire que, par exemple, il y a beaucoup de temps entre le moment entre l'arrivée de ce nouveau produit qui est inférieur, et le moment où il va rattraper le produit qu'on a et qui est leader. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut comparer. Ce qu'il faut comparer, c'est le moment où il sera good enough, et c'est bien avant. Enfin, c'est entre les deux, quoi. Et à partir du moment où cet outil-là va atteindre ce niveau de good enough, là, par contre, le produit majeur est susceptible de se faire disrupter. Et de se faire disrupter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, si ce produit qui arrive et qui apporte une nouveauté est suffisamment accessible, et bien alors, l'industrie va switcher. Et donc ça va commencer par quelques early adopters, ça va commencer par des gens qui vont l'utiliser, démontrer le point, démontrer que ça fonctionne. Et à partir du moment où ça va être démontré, ça peut switcher très vite. Et là, c'est là qu'on voit la disruption arriver. Et je pense que là, on est à l'orée de ça. On n'est pas très loin. Alors, il y a donc cet outil majeur qui est un petit peu vieillissant. Et puis à côté de ça, qui implique aujourd'hui, il y a des coûts de production évidemment qui sont élevés, ça demande beaucoup de spécialisation, il y a des professions qui sont très demandées, qui sont très chères, les riggeurs, un bon rig, c'est très cher. Et donc, ces innovations, la différenciation, on ne va pas pouvoir faire sur la technologie pour les studios. Donc, ce qu'on voit arriver maintenant, du coup, ce sont des nouvelles façons de faire et des nouvelles technologies. Donc là, je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Donc je vais commencer par un premier trend que je vois depuis quelques temps. C'est l'arrivée d'outils très spécialisés, d'outils très spécialisés sur l'animation, qui ne font que ça, qui font que ça très bien, et qui subliment un peu la tradition en quelque sorte, et qui apportent au passage quelques innovations, quelques nouvelles façons de faire, mais qui ne sont pas dans la disruption complète. C'est pas quelque chose comme je vais en parler après, par exemple l'intelligence artificielle, la simulation, la capture. Bien sûr, ces choses-là sont très très différentes. Là, elles sont vraiment des idées on va se focaliser sur l'animation. C'est un sujet dont on pense qu'il faut apporter, sur lequel on pense qu'il faut s'attarder. Et on va proposer des outils qui sont
dédié qui intègre les dernières technos, enfin les dernières technos de ces dernières années. On va apporter ça en plus, on va le mettre ensemble comme ça et on va améliorer de tant que % la productivité des animateurs sans fondamentalement changer leur façon de travailler. Donc là, j'ai deux exemples assez importants. Il y en a un qui s'appelle Akitsu, c'est le nom du logiciel, qui parle à la société Nukigara, qui est une société française. Alors j'ai choisi en plus de focaliser en particulier sur 2 sociétés françaises, mais il y en a d'autres, mais ces deux-là font vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc Akitsu par Nukigara, qui est une société basée à Lyon, voilà, propose un outil qui est absolument dédié à l'animation, qui est best in class dans son approche et qui permet d'aller très vite, très vite pour produire de l'animation de très bonne qualité, en particulier pour le jeu vidéo, pour les productions séries d'animation. Voilà, donc c'est un outil qui est en train de trouver son chemin et que je trouve admirable. Il y en a un autre que je trouve également admirable qui s'appelle Roomba de la société Mercenaries. Alors il se trouve que ces 2 sociétés-là, Nukigara et Mercenaries, ce sont des amis donc que je connais bien, donc je suis très heureux d'en parler. Voilà, Roomba, c'est pareil, c'est un outil qui repense et qui repense l'animation et qui la streamline, la rend vraiment extrêmement efficace. Donc si on a un projet qui est centré sur l'animation et sur lequel voilà, qui est très dépendant de la productivité des animateurs et de leur joie de vivre et de leur joie de créer, un outil comme Roomba, au même titre qu'un outil comme Akitsu, ce sont des bons choix. Alors il y a une première tendance sur laquelle je voulais m'attarder, c'est le temps réel. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment une technologie c'est une fonctionnalité, une façon de travailler, une façon de penser et d'orienter le développement de ces outils, qui est évidemment fondamental dans le monde du jeu vidéo, et pas uniquement. Alors, en fait, le temps réel, souvent, j'entends beaucoup de gens dire il faut absolument adopter le temps réel dans le monde de l'animation ou dans n'importe quel univers. Et pour ça, on va aller chercher un game engine. Alors, oui, évidemment, les game engines, ils sont en temps réel, mais temps réel ne veut pas dire game engine. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que des outils, quels qu'ils soient, même des outils qui sont dédiés à l'animation ou dédiés au texturing, un outil comme Substance Painter, par exemple, c'est un outil temps réel. C'est-à-dire que c'est un outil qui permet de peindre et de visualiser en temps réel le résultat. Donc on n'a pas à lancer un rendu et à attendre. La visualisation, le feedback va être immédiat. C'est ça le côté temps réel, c'est vraiment le cœur de ce qui fait qu'un game engine est trouvé, enfin est considéré comme intéressant par toute une classe de créateurs 3D. Fondamentalement, c'est pas parce qu'on peut fabriquer des jeux et les porter sur 15 000 devices différents. Le fondamental, c'est quoi? C'est que c'est un moteur d'évaluation temps réel et qui renvoie un feedback plusieurs fois par seconde et qui permet du coup d'interagir et de changer son geste. Donc par exemple, quand on peint quelque chose dans Substance Painter, on peut changer son geste en temps réel, on peut changer son travail en temps réel. Donc à partir du moment où je trouve qu'on comprend la différence entre qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment en temps réel et la différence de ça versus un game engine qui est temps réel mais qui propose plein d'autres trucs en plus qui ne sont pas forcément nécessaires pour le cadre qu'on veut aborder sur le moment, c'est intéressant parce que tout d'un coup on peut commencer à développer des outils qui sont temps réel par défaut mais qui ne sont pas des game engines. Et donc ce sont des outils créatifs qui sont des outils de création qui exploitent ce qu'apporte le temps réel. Donc ça c'est un premier point important. Et là on en voit de plus en plus. Et maintenant le temps réel avec le PBR, avec la capacité des GPU sur les ordinateurs, est partout. Et va être partout très clairement. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui vont ne pas au moins envisager ça. Donc même les path tracers maintenant sont disponibles sur GPU. On peut comme ça être au moins interactif si on n'est pas totalement temps réel, on va dire à 30 images par seconde au minimum. On peut arriver à des niveaux d'interactivité et donc
de connexion avec son travail qui est beaucoup plus grande. Donc dans l'animation, c'est pareil. Le temps réel, ça va jouer un rôle central. Après le temps réel, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, qu'on voit arriver de plus en plus également dans l'animation, c'est évidemment la physique et la simulation. Alors la physique et la simulation, l'idée c'est quoi? C'est de ne pas définir à la main quelles vont être les étapes de l'animation, quelles vont être les positions du bras, du corps, du pied, en fonction de ce qu'on veut exprimer, mais finalement de définir des points clés, des règles, et de laisser une simulation physique créer cette animation pour nous. Et donc là, c'est procédural, c'est simulé, on va utiliser des algorithmes, on va utiliser la machine pour nous aider dans un processus. Alors, eu égard à mon point précédent, en espérant que ce processus est le plus temps réel possible, on est capable comme ça d'aller très très vite, de produire très très vite beaucoup de quantité d'animation à moindre coût. Évidemment, toute la finesse ensuite, c'est de savoir à quel point on peut éditer ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bloqué une fois qu'on a obtenu le résultat de la simulation? Est-ce qu'on doit cliquer au hasard, enfin lancer des processus au hasard pour obtenir exactement ce qu'on veut? Ou alors est-ce qu'on peut obtenir quelque chose de suffisamment proche de ce qu'on voulait obtenir, disons à 80-90% parfois, voire plus, et tweaker les derniers éléments et obtenir ensuite quelque chose qui nous correspond, qui correspond exactement à ce qu'on recherchait. Donc là, il y a un bon exemple, c'est un produit comme Cascadeur, qui fait pas mal parler de lui, et qui exploite cette idée-là, qui exploite cette idée de à la fois être capable de manuellement définir des clés d'animation et des règles, et de lancer des simulations, de la physique, pour générer beaucoup de contenu à partir de ces règles et de ces points d'entrée et de sortie. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant et qui, à mon avis, est amené à beaucoup se développer, l'animation procédurale. Il y a un monde qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est le monde de la capture. Alors la capture, elle peut être la capture du body complet, et du corps en entier, avec des techniques diverses et variées, plus ou moins avancées, avec ou pas de l'équipement particulier. Et également, il y a aussi la capture de visage. Donc, il y a des sociétés, par exemple Dynamic Seize, société française également, qui proposent des solutions de capture de visage, d'expression qui sont extrêmement avancées. Et là, on voit que évidemment tous ces systèmes de capture aident énormément à la production d'animation également. Toute la finesse va être certainement de donner du contrôle une fois qu'on a capturé ça, de savoir nettoyer des datas qui sont sales ou qui sont très bruitées, de savoir en extraire vraiment les points de contrôle qui vont fonctionner, de savoir les mélanger, de savoir les activer, de savoir finalement de savoir les classifier, de savoir le type de data qu'on obtient, de qualifier la data finalement. Et ça va être un point fondamental. Et là, il y a des techniques, et ça m'amène à un grand ensemble de nouvelles techniques qui peut amener, selon moi, et va amener, selon moi, à une disruption dans les années à venir, qui peut faire sourire aujourd'hui par ses résultats, parce que c'est pas encore au niveau, mais qui vont finir par donner quelque chose, évidemment. C'est tout ce qui est technique basée sur le machine learning et l'intelligence artificielle de façon large, et l'analyse statistique, on va dire. Et là, il y a tout un tas de techniques qu'on voit arriver qui finalement permettent, à partir d'une vidéo en entrée ou de très peu d'informations, vont permettre de générer de la data 3D. Et là, c'est un champ d'application qui va évidemment être énorme dans les années à venir, puisque la data disponible d'animation, de clips d'animation, de mouvements de danse, de mouvements de paroles, de jeux d'acteurs, et d'animation de tout un tas d'objets, de la nature, d'arbres qui bougent, etc. Évidemment, YouTube en est rempli, et donc Internet en est rempli. Donc il y en a des milliards. Et donc, à partir du moment où il y a ce nombre de data disponibles, on peut lancer des algorithmes. Alors évidemment, la data, si elle est mal qualifiée, justement, s'il n'y a pas d'ontologie correcte, ça va produire quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup de sens, qui n'est pas forcément de grande qualité, mais ça va produire quelque chose. Et donc là, selon moi, les deux grandes questions qui vont émerger, ça va être
où est-ce qu'on peut trouver de la data de qualité. Et à partir du moment où on a cette data de qualité-là, donc une ontologie avec une classification de la vraie qualité en entrée, qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir. Et puis ensuite, une fois qu'on a sorti quelque chose qui est intéressant, est-ce qu'on va pouvoir l'éditer? Parce que c'est le même problème qu'avec des techniques, on va dire, procédurales. C'est à partir du moment où on a généré quelque chose, on a utilisé un algorithme pour générer de la donnée, est-ce que cette donnée-là, on en est prisonnier finalement? Est-ce qu'on est bloqué à ce résultat-là? Ou est-ce qu'on peut, au contraire, partir de cette base-là et l'améliorer pour obtenir exactement ce qu'on voulait et finalement laisser les artistes être des artistes et apporter ce qui va faire la différence, ce qui va faire la magie, versus quelque chose qui est trop algorithmique. Là, d'ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on a essayé de faire à l'algorithmique, avec ma société, avec les outils Substance. On vient du monde de la texture procédurale et donc Substance Designer est un outil avec des node-based, avec des graphes très techniques qui permet de créer des recettes finalement qui permettent elles-mêmes de créer des textures. Donc c'est une création indirecte, c'est-à-dire qu'on va créer des recettes qui, une fois qu'on les lance, on lance cet algorithme, va nous générer des textures. Et donc, c'est un processus qui est technique, qui demande d'avoir une approche particulière, mais dont le but final, c'est de produire des textures. De façon opposée, un outil comme Substance Painter, lui, c'est un outil qui lui aussi permet de faire des textures, mais qui va les faire de façon manuelle. Ou qui va partir d'une de ces recettes qui a été définie dans Substance Designer, de la lancer et de finir de façon manuelle, de tweaker à la main, à la marge, pour obtenir exactement ce qu'on voulait voir. Donc là, ce qu'on a essayé de faire avec l'algorithmique, c'est avoir cette différenciation entre des approches artistiques, finalement des approches de création qui sont, on va dire, left brain et right brain. C'est-à-dire si on utilise cette façon un peu, très binaire d'ailleurs, complètement binaire d'ailleurs, parce qu'il y a deux états, mais d'avoir une approche left brain qui est plutôt approche technique, logique, et une approche right brain qui est plutôt une approche itérative et par essai-erreur et artistique. Si on embrasse ces deux approches-là et qu'on considère que c'est cool que finalement il y a des artistes left brain qui sont incroyables, des artistes right brain avec des préférences, on va dire, left brain qui sont incroyables, des préférences right brain qui sont incroyables. Personnellement, j'en avais un peu marre d'entendre les artistes, on va dire type right brain, dire que les left brain ils font que des trucs moches, et les left brain dire que les right brain comprennent rien à ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de définir cette différenciation d'approche par left brain, right brain, par un truc qui est un peu plus noble, on va dire, et qui est un peu plus proche de la réalité, qui n'a rien à voir avec le talent. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec Substance Designer et Substance Painter, c'est finalement d'embrasser ces deux choses-là, d'embrasser au sens américain, d'accepter l'idée que effectivement il y a ces deux approches-là qui peuvent être différentes et qu'elles ont toutes les deux leur intérêt. Donc à partir du moment où on a deux outils qui sont spécialisés dans ces deux approches-là, on peut se lâcher en quelque sorte, on peut dire, pour Substance Designer, c'est un outil qui est technique. Donc c'est technique, on va à fond là-dedans. Et on n'essaye pas de le rendre plus simple, on n'essaye pas de le rendre accessible. Sinon, là, tout d'un coup, le one size fits all, ça marche pas. Et de la même façon, dans Substance Painter, on va pouvoir se lâcher sur le côté feeling, sensation, retour immédiat, temps réel, dont je parlais précédemment. Et ce qu'on a observé finalement, c'est qu'il y avait entre les deux un effet de network qui s'opère. C'est-à-dire que dans les studios de production de jeux ou de films d'ailleurs, ce qu'on voit beaucoup, c'est un artiste ou deux qui est sur Substance Designer et puis 10, 100 qui sont sur Substance Painter et qui vont... les artistes Substance Designer vont produire des recettes, des textures paramétriques, et donc là on va chercher la quantité et la rapidité de génération et la flexibilité de changer quelque chose et de régénérer des centaines de textures. Et puis dans Painter, on va prendre ces recettes-là, partir de ces bases-là, les appliquer très vite, ces matériaux, et si on veut apporter une touche supplémentaire, une patte supplémentaire, là on a tous les outils manuels pour débrayer de façon manuelle et on n'est pas bloqué. Donc on obtient toujours la meilleure qualité dans le plus court temps possible. Et à partir du moment où on a réussi à créer cet effet de network entre les deux là, on a gagné parce que finalement on touche tous les artistes et on met en place quelque chose qui permet à tout le monde de gagner. Les artistes
right brain ils trouvent leur compte, les artistes left brain trouvent leur compte, les producteurs ils trouvent leur compte, évidemment les stakeholders trouvent leur compte parce que ça va plus vite, c'est plus efficace, donc tout le monde y gagne. Je pense que pour l'animation, il va falloir avoir des approches comme ça, en particulier si on voit arriver des techniques qui sont basées sur de la simulation, des techniques qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Le secret, un des secrets, ça va être toujours de donner à un moment donné, de débrayer un manuel, de donner le contrôle aux artistes pour donner la patte, la touche, et c'est là que la différenciation va se faire. La différenciation, enfin une des deux différenciations, je vais revenir sur une autre après, une différenciation artistique va s'effectuer à ce moment-là. Voilà, donc ça va être un élément important pour moi. L'autre différenciateur dont je veux parler, qui me semble également important, c'est pour revenir sur l'intelligence artificielle et la machine learning, c'est la data. C'est-à-dire que finalement, peut-être que là, les studios vont avoir un avantage versus les boîtes de production d'outils, parce que où les sociétés qui possèdent de la data qualifiée. À partir du moment où on a de la data qualifiée, on va pouvoir générer de la sortie, enfin, des réseaux de neurones qui marchent bien. Et donc on a potentiellement besoin de moins de data, mais de la data hyper qualifiée. Donc par exemple, on a fait de la capture de visage pendant très longtemps. Si on est maître en quelque sorte d'une portion suffisante des données qu'on a traitées et qu'on est capable d'en exploiter d'en extraire des poids d'un réseau de neurones qui est bien foutu, on va pouvoir posséder quelque chose que personne n'a et être extrêmement efficace. Donc là, il y a potentiellement un changement de poids, de pouvoir, entre guillemets, vers de plus en plus la data. Et qui possède la data, ce sont les studios. Et donc à partir du moment où ces studios ont bien géré et sont en mesure de bien gérer cette data et de bien la qualifier, d'avoir une approche très organisée, je pense qu'il y a un moyen de se différencier versus la compétition de façon extrêmement forte. Donc bien gérer sa data, c'est extrêmement important, autant qu'à mon avis donner de la liberté artistique finale, pour la touche finale aux artistes. Et une fois que ces deux choses-là sont faites, je pense qu'on est en mesure de se différencier et de sortir du lot. Voilà, c'est tout pour moi. Donc j'espère que cette petite discussion vous aura intéressé. Donc évidemment, je suis resté très haut niveau, comme je le disais au début. Mais voilà, je crois qu'effectivement, nous sommes à l'aube d'une potentielle disruption et d'un changement de façon de travailler dans le monde de l'animation. Donc je suis passionné par ce sujet-là, donc ça m'intéresse de regarder un peu ce qui s'y passe. Et évidemment, à Adobe, on est intéressé pour être actif potentiellement, donc on regarde ça aussi. Je voulais remercier, et voilà, donc je voulais remercier encore Stéphane, toute l'équipe en charge de l'événement, et vous souhaiter à tous une bonne année et quelques mois encore de difficultés. Et puis après, j'espère qu'on va pouvoir tous se revoir et boire ensemble des coups et revivre un peu plus normalement. Voilà, merci à vous.